qu'on passe immédiatement à Gérard Pommier, à ma gauche, qui est psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, dont Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse. Donc je lui donne immédiatement la parole, on a un peu bousculé. Je pense qu'on fera éventuellement un débat juste après cette deuxième intervention. Bon, alors, je pensais venir dans un colloque essentiellement axé sur un débat philosophique. Donc, en tant que psychanalyste, j'ai donné mon point de vue là-dessus à propos du matérialisme, en étant moi-même un autodidacte de la philosophie qui passe son temps, d'une part, à lire les grands ouvrages philosophiques, mais essentiellement pour en penser du mal, voilà, pour dénigrer la philosophie comme étant une succursale, en quelque sorte, d'une forme spéciale de la pensée destinée à refouler le sexuel, essentiellement, refouler l'érotisme, voilà. Donc je vais dénigrer encore un coup la philosophie, mais en m'y référant, et comme je vous ai dit, ça fait quand même partie de mes lectures de chevet principales. Enfin, bon, j'exagère, je lis aussi des bandes dessinées de temps en temps. Alors, voilà, alors ce colloque sur les matérialismes, ça m'a fait tout de suite penser à une opposition matérialisme-idéalisme, ça vous devez connaître ça par cœur, parce que c'est un point tout à fait important pour un psychanalyste, dans la mesure où ça réfère tout de suite et par principe à une opposition entre psyché et soma, l'esprit et le corps, donc aussi bien dans le prolongement, l'idéalisme et le matérialisme. Voilà, donc ça c'est une référence constante, et on peut dire que la psychanalyse se trouve sans arrêt à ce point de croisement psychisme-somatique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la psychanalyse, c'est tout un chacun d'entre nous qui se trouve tout le temps à ce point de croisement. Et s'il y a bien une croyance constante de toute l'humanité, c'est de considérer le corps comme distinct de l'esprit. Comme sujet, nous sommes distincts de notre corps. C'est ce que la langue reflète. Nous disons que nous avons un corps. Nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes propriétaires, enfin j'exagère, nous sommes à peine locataires en bail précaire en plus, d'un corps qui, au fond, essaye d'en faire qu'à sa tête. Et d'où, entre ce sujet et puis ces différentes connexions et ce corps, c'est un discord constant. Il y a quelque chose qui cloche, qui est symptomatique. Voilà. Alors il existe un concept fondamental de Freud qui est au fond une de ses plus grandes trouvailles, parce que l'inconscient ça existe depuis toujours. Vous pouvez en trouver de très bonnes descriptions chez Platon par exemple. Alors que s'il y a un concept vraiment intéressant de Freud, tout à fait nouveau, c'est celui de pulsion comme concept limite entre le somatique et le psychique. Ça veut dire qu'au fond, le discord est constitutif lui-même de la subjectivité. On ne peut pas penser l'esprit en dehors du corps, bien que, je l'ai dit, toutes les philosophies, et encore plus les religions, ont toujours considéré l'esprit comme distinct du corps. Donc il y a cette disjonction-conjonction qui est bien reflétée par ce concept de pulsion, c'est-à-dire qui s'accroche au corps par le biais des besoins, des demandes faites dès le premier jour par l'enfant, et de la signification psychique de ces demandes. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire une mère lorsque elle entend crier son nourrisson et qu'elle y fait telle ou telle réponse, c'est-à-dire soit qu'elle ne répond pas, qu'elle le laisse pleurer, soit qu'elle répond telle ou telle chose. Il y a une signification psychique de son amour accrochée à la demande, ce qui fait une conjonction-disjonction du psychique et du somatique.
Voilà. Et dans le prolongement, eh bien, nous pensons toujours notre corps dans son rapport à nous comme sujet qui flottons au-dessus de notre corps, d'une certaine façon, eh bien, comme dans cette position d'extériorité, où il y a une conjonction, disjonction. D'ailleurs, vous remarquerez, détail amusant, que le corps en français, ça prend toujours un S. Nous avons plusieurs corps. Ça veut dire il y a ce corps organique que nous habitons, locataire, précaire, hein, donc un corps matériel avec ses tuyauteries, ses hormones, ses connexions, son cerveau, etc. Et il y a un deuxième corps qui recouvre le premier, qui est en quelque sorte un corps psychique, un corps qui est balisé par le culturel, un corps qui, en quelque sorte, colonise le premier, je dirais, de l'extérieur. Et remarquez que ce corps second, psychique, qui va faire des symptômes au niveau du corps organique, qui n'est pas toujours d'accord avec ce qui lui est demandé, eh bien, c'est lui qui commande complètement le corps organique. Par exemple, un nourrisson ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas la signification psychique de l'amour en même temps que la nourriture. Il ne pourrait pas grandir. Ça existe, les anorexies mentales du nourrisson, où les enfants se laissent mourir de faim parce que le biberon leur est donné comme ça de loin, ou qu'il n'y a pas une signification psychique de la demande de la mère, ce qui fait que, en dehors de cette extériorité, de ce corps extérieur, le corps organique ne grandit pas. Hein, c'est ce que démontrent les expériences des enfants loups, des enfants sauvages, etc. C'est que l'humanité ne s'acquiert pas en dehors de l'humanité. Le langage ou n'importe quoi, je veux dire, n'importe quelle fonction. J'ai parlé de l'alimentation, qui est une fonction alimentaire, mais se lever, se marcher droit, et la reproduction sexuelle elle-même de l'espèce ne se fait pas en dehors du cadre culturel. Nous oublions notre nature derrière notre culture. Notre nature est entièrement effacée par notre culture. On ignore tout à fait comment croîtrait un corps en dehors de la culture parce que ça n'est jamais arrivé, ça n'arrive jamais. Des expériences ont été faites, paraît-il, d'enfants qui ont été élevés comme ça à l'abri du langage et toutes ont le même résultat, c'est que les enfants en question meurent. Hein. Donc il n'y a aucune autonomie du corps, par exemple aucune autonomie du cerveau. Les neurones ne grandissent pas en dehors de la résonance de la voix maternelle. Hein, les neurones du langage, par exemple, si les neurones du langage ne sont pas ébranlés par la signification de la demande maternelle, ces neurones ne grandissent pas, donc il n'y a pas de sujet, et comme le sujet du langage est aussi celui qui commande tout le reste, eh bien le sujet meurt, c'est très simple. Donc, bizarrerie de ce commandement de l'autonomie extérieure du corps psychique, mais c'est un corps, en quelque sorte, qui est toujours, comme je l'ai dit, en discord symptomatique avec le corps organique. Ça ne colle pas très fort entre ces deux corps. Et heureusement, entre ce corps nature et ce corps culture, il y a un corps supplémentaire, en quelque sorte, qui est le corps de rêve. Le corps de rêve, c'est-à-dire l'idéal à laquelle nous rêvons et qui est là pour nous, en quelque sorte, pour nous faire rêver. Hein, nous rêvons tout le temps. Beaucoup de gens dans cette salle actuellement qui m'écoutent sont en réalité en train de rêver en même temps. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas réveillés, mais je veux dire que le rêve est une fonction constante. Ce n'est pas vrai que nous ne rêvons qu'à certains moments de la nuit, au moment du sommeil profond. La conscience établit constamment un refoulement, la pensée, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est la pensée qui refoule le désir, eh bien, refoule constamment toute la puissance de rêve qui nous vient et qui nous fait imaginer, halluciner que nous sortons du discord premier, nature-culture. Voilà. Donc, troisième corps non symptomatique, corps de bonheur, par opposition au corps de malheur, qui est celui du discord symptomatique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est un corps
Ce corps de rêve, c'est celui qui dirige au fond les deux autres du plus haut. C'est-à-dire, c'est le corps du sujet, du désir, qui, grâce au ciel, ne s'abolira pas si aisément, y compris malgré la nouvelle économie psychique dont il vient de vous être parlé. Nous continuerons à rêver, en tout cas je l'espère, et je vois bien que vous continuez à rêver, donc c'est parfait. Voilà. Donc il y a un corps idéal halluciné, en quelque sorte, un corps de rêve. On peut en discuter, ce sera un sujet de débat intéressant avec les thèses de Melman qui vous ont été exposées de manière brillante il y a un instant. C'est un sujet de débat contemporain vraiment crucial. Voilà. Hein. Donc il y a ce corps de rêve, et nous, comme sujet, nous sommes en quelque sorte à l'intersection ponctiforme, nous existons de manière transcendantale, nous sommes une extériorité virtuelle entre ces différentes corporéités, ce qui fait qu'il faut bien avouer que la psychanalyse, qui depuis son invention par Freud s'est donnée comme science de la nature, eh bien, elle correspond à un matérialisme tout à fait spécial. C'est un matérialisme, avec en particulier la notion de pulsion dont j'ai parlé, qui est orienté par une dialectique qui résiste à la pensée et à laquelle la pensée résiste. C'est très difficile de voir la perspective qu'ouvre la psychanalyse sans en avoir fait l'expérience. Je vais prendre un petit exemple que tout le monde peut faire, d'ailleurs facilement, qui montre à la fois cette extériorité, qui pourrait faire penser qu'on a affaire à un spiritualisme, et cette organicité des plus matériels. Par exemple, si vous avez des crises d'angoisse, les crises d'angoisse, elles provoquent toujours une montée de la tension. Vous avez la tension artérielle très élevée. Il existe un médicament tout à fait classique, c'est un vieux médicament qui marche, qui s'appelle l'Avlocardil, que vous connaissez peut-être. Vous prenez de l'Avlocardil, c'est un médicament qui est fait pour faire baisser la tension. L'Avlocardil fait baisser la tension, et du même coup, il fait baisser l'angoisse. Alors ça, c'est vraiment bizarre, parce qu'on a à ce moment-là un observateur impartial pourra dire, eh ben, c'est la preuve que l'angoisse est purement matérielle, organique. Or, la causalité de l'angoisse, elle a été en réalité déclenchée par une phobie sociale, l'impossibilité de sortir de chez soi, ou un proche examen, ou bien une épreuve amoureuse quelconque qui déclenche une angoisse. Voilà, ça ouvre donc un débat incroyablement complexe sur la causalité entre différents corps, puisque vous voyez que ça peut marcher dans les deux sens, le physique et l'organique, le psychique et le physique. Voilà, donc débat difficile sur la causalité qui s'ouvre. Qu'est-ce qui cause l'angoisse? Est-ce que c'est la montée de tension, ou est-ce que c'est l'épreuve spirituelle qui attendait quelqu'un? Voilà. Alors, c'est un débat sans issue si on ne place pas la naissance de la subjectivité de la manière la plus simple possible. Je vais dériver sur quelques termes philosophiques. Donc, sur l'origine de la subjectivité, sujet, vous connaissez l'équivoque du mot sujet. Sujet, c'est aussi bien celui qui a la réputation d'être sujet autonome, sujet transcendantal, et aussi bien assujetti à quelque chose. Un sujet, le sujet du roi, il est sujet et assujetti en même temps. Voilà, ça c'est vraiment une équivoque vraiment tout à fait utile pour définir la position subjective comme ne pouvant se déterminer comme sujet libre qu'à la condition de dénier, de refouler ses déterminismes, de dénier son assujettissement. Voilà. C'est-à-dire
le sujet n'existe que dans la mesure où il refoule tous les déterminismes qui l'attendent à sa naissance, où il refuse les déterminismes de sa mère qui veulent mettre à tel ou tel endroit, de combler son manque, ou bref, tous les déterminismes familiaux, culturels. Le sujet, ce qu'il commence par faire pour vivre, c'est de dire non, de crier, voilà, vous êtes sympa, mais non, vraiment, tout ça, ça me plaît pas trop, voilà. Donc, contre-détermination des déterminations, et donc le sujet est plus grand que le destin qui lui est imparti. Le sujet est plus grand que la culture où il naît, que les désirs de ses parents à son égard. C'est-à-dire le destin imposé à son corps organique, il commence par lui dire non, et c'est comme ça qu'il va grandir. C'est-à-dire il va grandir dans la négation constante. Je veux dire, les raccords philosophiques, vous pouvez les faire à partir de là. L'importance de la négation dans la dialectique hegélienne, si vous voulez, vous pouvez la brancher là-dessus. Ce qui situe pour le sujet une existence dénégative, je dirais ça comme ça, de grandir en quelque sorte en s'affirmant en opposition et en renonçant à une vie adéquate. Renoncement à une vie adéquate à ce qui était attendu, c'est-à-dire choix de l'exil de la place d'amour qui était impartie, puisque être adéquat, c'est correspondre au désir de l'autre. Donc inadéquation, exil de la naissance, ou pour reprendre le terme de Freud, détresse psychique, je dirais, de principe du sujet parlant, Hilflosigkeit, pour reprendre le terme allemand, comme pour vivre, pour exister comme sujet séparé, c'est-à-dire d'une certaine façon en étant en retrait d'une vie adéquate, en étant en retard sur sa vie, toujours décalé par rapport à ce qui serait une vie pleine, naturelle, comme celle qu'on voit chez les gracieux animaux, qui sont adéquats à leur destin. Nous sommes de naissance inadéquats à ce qui l'aurait fallu pour satisfaire à l'amour, et ça c'est, je dirais, le premier traumatisme, le traumatisme de principe qui signe l'existence subjective. Premier traumatisme de l'amour, en quelque sorte, qui fait que le nourrisson crie. Il crie pour exister en quelque sorte, pour être différent, pour être séparé d'une adéquation qui serait, il faut bien le dire, anéantissante. Être adéquat au désir de sa mère ou au désir de tout ce qui est attendu, c'est ne pas exister. C'est être, en effet, dans cette adéquation. Alors voilà, là il y a un traumatisme originaire, donc je dirais que c'est le traumatisme originaire qui commande la pensée. Puisque j'avais l'intention de parler de cette séparation de la pensée et du corps, je me branche là-dessus maintenant, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la dichotomie idéalisme-matérialisme. Alors, qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la pensée? C'est ce choc premier de l'existence, ce cri premier, en quelque sorte. Ce cri premier concomitant de la séparation, il ne se passe pas tout seul. Il se passe en même temps que se produisent toute une série de perceptions en même temps, des perceptions, comme dit Freud, de représentation de choses. C'est-à-dire qu'au moment du choc, au moment du traumatisme, au moment des traumatismes qui, jour après jour, vont jalonner l'existence, eh bien, il y a des représentations de choses qui se produisent en même temps et qui donnent une mémoire à ce qui n'a pas de représentation. Parce que le traumatisme subjectif de la séparation n'a pas de représentation en lui-même. Donc, à sa place, nous allons mémoriser une odeur, une couleur, une musique, un bout de tissu touché de la main. Tout ça, ce sont des représentations de choses qui vont donner une consistance, qui vont donner une mémoire au traumatisme. Voilà.
Et dès que nous dormons, dès que nous rêvons, nous répétons en arrière dans nos rêves, dans nos hallucinations, nous répétons, nous remontons le cours du temps pour remonter le temps du traumatisme en nous mémorisant toutes ces représentations de choses pour réaliser au moins en rêve cette complétude que nous avons abandonnée pour exister. Ça, ce dont je vous parle à l'instant, c'est la réalisation hallucinatoire du désir. C'est toujours le matériau de nos rêves. Nous rêvons par images qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ce sont des images qui remontent le temps des traumatismes, d'abord les traumatismes de la veille, puis les traumatismes jusqu'à l'enfance, qui remontent le temps pour nous le faire revivre, mais en notre faveur. La réalisation hallucinatoire de désir, c'est ça. C'est cet amalgame de représentations de choses, de matériaux hallucinatoires qui remontent le temps. Par exemple, remonter du temps, vous faites un rêve le matin, où quelqu'un vous réveille en sonnant à votre porte, et en réalité, c'est le fait que quelqu'un ait sonné à la porte qui a provoqué la fabrication de l'ensemble du rêve. Comprenez ce que c'est que cette remontée hallucinatoire? Voilà. En se servant des représentations de choses, c'est-à-dire de tout ce qui a choqué, ce qui a été traumatique, c'est ça qui est remonté dans le temps. Hein. Ce qui remonte comme ça, c'est ce que nous avons dû quitter, ce que nous avons abandonné, ce que nous avons refoulé, en quelque sorte. C'est le retour du refoulé dans le rêve. Alors ça, on peut dire que c'est à l'origine de la formation de pensées inconscientes. Cette association verticale qui se fait à partir d'une perception qui nous fait penser à une autre perception. Pourquoi est-ce que nous n'arrêtons pas d'associer sans arrêt? Il suffit que, dans ce que je dis maintenant, il y a un certain mot qui vous fasse penser à un autre mot, puis à un autre mot, vous n'êtes plus là, vous êtes parti dans vos rêveries. Donc, c'est ça, une production de pensées inconscientes constante. Production de pensées inconscientes qui a cette fonction de répétition, c'est-à-dire rattraper le temps perdu, revenir en arrière, revenir au temps de l'amour perdu. Voilà, c'est ça, production de pensées inconscientes qui est sous l'égide déjà d'un sujet de l'inconscient. Ce sujet de l'inconscient, c'est un sujet qui nous échappe. Qui est-ce qui pense quand nous associons tout seul? Je vous fais remarquer que ce sont ces associations-là qui nous intéressent dans le discours analytique. Ce sont ces associations-là, c'est-à-dire la pensée inconsciente et le sujet de l'inconscient, qui ont une fonction thérapeutique dans l'analyse, puisque ça remonte jusqu'au traumatisme. Hein? Donc, du coup, c'est une plaque de métamorphose entre les symptômes du corps et les symptômes de la pensée, tels qu'ils peuvent se dire, pour autant qu'un analysant parle à son analyste de toutes ces associations folles que nous ne disons jamais à personne, puisque la pensée est faite pour la pensée consciente est faite pour les refouler. Voilà. Hein. Donc pensée non grammaticale, verticale sur la pensée ordinaire, plate, qui cherche à dire quelque chose d'intelligent, mais qui est connectée sur les symptômes du corps et en prise avec ce qui peut se dire et qui donc peut se subjectiver et donc soigner les symptômes, l'angoisse, etc. Je ne me rends pas compte du temps. Non, mais c'est très bien. Alors je continue. Voilà. Donc, pensée de représentation de choses, pensée par image, pensée hallucinatoire. Hallucinatoire, c'est pas un mot qui doit faire peur, hein, c'est ce dont nous rêvons constamment, ce dont nous avons absolument besoin, ce qui fait que l'être humain a besoin d'hallucinogènes d'une façon ou d'une autre, hein, ou de ce qu'il met dans le même état que la prise de drogue. Hein, je veux dire,
c'est pas une pathologie, c'est une nécessité culturelle de pouvoir rêver, de pouvoir avoir ces images qui nous permettent de réaliser hallucinatoirement notre désir. Donc nous rêvons constamment de ce dont nous avons dû nous exiler pour exister, ou même nous exilons à chaque instant. Donc la machine à rêver est tout le temps branchée, la machine à désirer est tout le temps branchée. Sans oublier qu'il s'agit, dans cette pensée inconsciente, d'une pensée coupable. Voilà, nouvel élément, pensée coupable. Pourquoi ? Puisque nous abandonnons ce auquel nous aurions dû satisfaire pour être adéquats au désir de notre mère, au désir de la culture à notre égard. Non, nous sommes des délinquants potentiels. On se tient droit quand même, mais je veux dire, le premier mouvement, c'est de faire un pas de côté par rapport à ce qui nous est demandé. Donc, la pensée inconsciente, cette pensée que je viens de définir du sujet de l'inconscient, c'est une pensée coupable, une pensée en but au refoulement, hein. Et ça, c'est une culpabilité d'origine, comme l'ont toujours su toutes les religions, où toutes les religions sont plutôt issues de cette culpabilité qui exige de tout sujet une dette à payer. Hein. Donc pensée coupable qui fait que nous sommes des fugitifs, en quelque sorte. Dans cette pensée qui fuit, elle recouvre quelque chose que nous n'aurions pas dû. Alors, c'est important de voir que cette pensée inconsciente abrite la culpabilité, une culpabilité. Parce que c'est une façon de s'expliquer pourquoi nous nous réveillons. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à dormir après tout ? Puisqu'en dormant, en rêvant, ou dans la rêverie, ou en prenant de la drogue, un petit coup de vin, ou même un café, une cigarette, qui nous met dans le même état de corps que celui que nous aurions si nous avions été hallucinés, pourquoi est-ce qu'on ne continue pas après tout ? Pourquoi se réveiller ? Pourquoi la conscience ? Pourquoi sortir de la pensée inconsciente pour la conscience ? Eh bien, c'est qu'au sein de la pensée inconsciente, il y a cette culpabilité, cette faute latente qui nous réveille, qui est à l'origine de la conscience. Et comme vous le savez, la conscience de n'importe quel point de vue, y compris philosophique, c'est à la fois une conscience des perceptions et une conscience morale. Nous sommes conscients, nous nous réveillons uniquement sous le coup de la culpabilité. Sans ça, nous continuons à rêver. Nous sommes conscients de nos perceptions parce que nous avons ce réveil occasionné par cette lourdeur du péché, de la péccabilité au sein de l'inconscience. D'une inconscience, d'une pensée coupable qui concerne un autre de nous-mêmes. Un autre de nous-mêmes, ça veut dire celui que nous aurions dû être si nous avions été fidèles à l'amour. C'est ça. Ce qui veut dire que la pensée consciente, elle a toujours comme interlocuteur ce double. Nous nous parlons constamment. Notre pensée consciente, elle commence par la voix intérieure, bien décrite par saint Augustin par exemple. Vox cordi, c'est-à-dire nous avons un interlocuteur constant qui est un autre de nous-mêmes idéal, un double, un ange. Le psychanalyste, quand il tient bien sa place, mais ça c'est pas évident. Je veux dire, n'importe quel double idéal qui tient cette place, qui est différente de nous et qui est notre interlocuteur et qui ne dit pas la même chose que nous, qui peut nous insulter, qui est crétin, tu as encore oublié de mettre ton réveil, tu ne vas pas venir à temps pour la conférence, des trucs de philosophie, tout ça.
C'est-à-dire c'est un double constant qui est à l'origine de la pensée consciente, qui est une pensée toujours adressée d'abord à ce double, puis à n'importe quelle personne de la réalité. Vous voyez donc le point de croisement entre la pensée inconsciente et la pensée consciente, c'est un point de croisement, c'est le point, c'est le moment ponctiforme de l'existence du sujet dont je parlais tout à l'heure, ce moment où la pensée inconsciente se métamorphose en pensée, cette fois-ci consciente, qui est destinée à refouler la péccabilité, naturellement. Destinée à refouler l'obscénité de l'existence, d'une existence à côté, d'une existence érotisée par les premières demandes maternelles qui concernaient au fond l'adéquation du corps à l'amour, l'adéquation du corps au phallus maternel, pour le dire en termes plus lacaniens. Donc, pensée consciente qui refoule avec constance, qui rejette du côté de l'obscénité tout ce qui est du côté de l'érotisme, de la pensée sexuelle, de la pensée scatologique, pulsionnelle. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à titre d'introduction, que la philosophie comme pensée de l'être, comme pensée de l'être du sujet conscient, eh bien cette philosophie, elle parle quasiment pas ni de l'érotisme, ni du sexe, ni de... Elle est très polie, bien élevée, etc. Voilà, elle refoule la pensée en tant qu'inconsciente. Alors je disais à l'instant que c'est une pensée de l'être, cette pensée consciente, c'est-à-dire elle vise à étrifier celui qui parle, à en faire quelqu'un qui est, contrairement à ce qui se passe avec le sujet de l'inconscient, qui est quelqu'un qui n'est pas là, qui s'en va, qui difflue dans les pensées. La pensée consciente, en même temps qu'elle est morale et perceptive, elle forme le sujet qui est. Vous avez reconnu, je l'imagine, le minimum vital du philosophe latin, je pense donc je suis. Voilà. C'est-à-dire que la pensée assoit l'être, et c'est une pensée consciente qui assoit l'être en tant qu'elle refoule la culpabilité, qu'elle refoule le sexe, qu'elle refoule tout ce genre de choses délicieuses, mais toujours en but à l'interdit, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Là aussi, ce sera un point de débat avec le précédent exposé, parce que je ne pense pas du tout que c'est pas parce qu'il n'y a plus de répression que chacun ne ressent pas l'interdit qui pèse sur l'érotisme. C'est pas plus facile qu'avant d'aller voir sa future fiancée et puis éventuellement d'aller jusqu'à lui prendre la main. C'est toujours un sujet d'émotion et je ne pense pas que l'économie moderne y change grand-chose. Le désir reste le désir, toujours transgressif. C'est un franchissement à chaque fois. Donc ça aussi, ce serait une occasion de discussion. Voilà. Donc la pensée consciente, elle affirme l'être en tant que le sujet cesse d'être divisé par sa pensée inconsciente. Voilà. Donc on pourrait dire je pense consciemment, donc je refoule en même temps, et je suis, mais je suis grâce à qui? Je suis grâce à l'autre à qui je parle, grâce à l'autre à qui je pense, grâce à l'interlocuteur. Voilà. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour bien saisir ce qu'il y a de profondément solipsiste dans la pensée
cartésienne et philosophique du « je pense donc je suis ». Parce que le « je pense donc je suis », il oublie justement l'autre. Il oublie justement l'autre à qui la parole s'adresse et cherche à quoi? Cherche à se déculpabiliser. Parce que toute parole est comme ça, toute parole cherche à expliquer, à s'expliquer, à transformer, la faute en cause. C'est ça, quand on parle, on s'explique. Les gens s'expliquent, même quand on leur demande rien, ils passent leur temps à se déculpabiliser. Je suis en retard parce qu'il pleuvait, ou ainsi de suite, alors que personne ne leur demande rien, par exemple. Je veux dire, il y a sans arrêt une moulinette à explication dans notre pensée, parce que la cause trouvée dans la parole, nous déculpabilise de la faute d'exister, d'une certaine façon. Nous déculpabilise de la chose sexuelle elle-même, c'est-à-dire que l'interlocuteur est chargé du poids de la faute. C'est ça qui donne son caractère solipsiste à l'aphorisme cartésien, qui fait disparaître l'interlocuteur. Il n'y a plus d'interlocuteur. On dirait que je pense tout seul. Non, j'ai toujours le petit alter ego. Quand je me réveille le matin et que je commence à penser, généralement je pense grâce à quelqu'un avec qui je suis en interlocution. Voilà. Je ne sais pas si je vais aller plus loin. Je vais peut-être m'arrêter. C'était déjà très riche. Voilà. Peut-être qu'on peut donner la parole au public si vous avez quelques questions. Bonjour, donc je vais faire des questions pour vous. Donc justement, vous dites que par exemple, le corps et l'esprit sont deux choses distinctes. Donc, moi j'avais vu justement au lycée en philo, on avait vu Nietzsche, je crois que c'était Zarathustra, je crois que c'est ça. Voilà, donc qui disait que les personnes, c'était dans un texte, il marqué ça, que les personnes qui disaient que le corps et l'esprit sont deux choses distinctes devraient penser à arrêter de respirer. Et justement, par exemple, quand on veut se suicider, et bien évidemment, le corps il s'y oppose. Et quand par exemple quelqu'un arrête de manger, le corps il dit qu'il faut manger, et quand quelqu'un perd connaissance, le corps il protège l'esprit quelque part. Quand quelqu'un perd connaissance, il n'a plus conscience de ce qu'il est, donc c'est le corps qui l'aide quelque part. Et donc quelque part, j'ai toujours eu l'impression que le corps quand même était quand même très complémentaire de l'esprit et n'était pas des choses distinctes. Justement, c'est une question, vu que j'ai un débat avec moi-même, c'est peut-être des éléments à apporter. On va prendre une autre question pour que les réponses soient un peu couplées, pour que ensuite Hubert de la Roche-Massé puisse parler. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je suis philosophe et vous avez qualifié la philosophie d'une certaine façon de refoulement. C'est le terme refoulement qui me gêne. Pourquoi pas sublimation? Pourquoi pas combat? Pourquoi pas compréhension? Enfin, pourquoi refoulement? Comme si les choses se faisaient dans totale inconscience par rapport à ce dont vous avez parlé, que je partage pour une grande partie. Oui, juste un mot sur la première question. Je suis tout à fait d'accord pour poser le problème dans ces termes. On pourrait le résumer en disant conjonction, disjonction. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous avons le sentiment d'être comme sujet, je veux dire, les philosophes qui ont parlé du sujet transcendantal sont tout à fait dans la question, c'est-à-dire comme sujet nous sommes en dehors de notre corps, mais évidemment nous ne serions pas si nous n'avions pas un corps en même temps, hein. Donc c'est une disjonction de principe. Il est seulement question d'organiser le rapport de force qu'il y a entre le sujet et son corps, d'une certaine façon, entre l'esprit et le corps. Alors j'ai dit que
sans doute une des nouveautés majeures de la psychanalyse, c'est d'avoir inventé un concept qui permet de montrer cette interaction avec le concept de pulsion. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que je suis d'accord avec la façon de poser le problème. Maintenant, sur pourquoi la philosophie refoule et pourquoi est-ce qu'elle ne sublimerait pas plus tôt D'abord, j'ai exagéré exprès par goût de la polémique et de la combativité. En fait, c'est une propriété de la pensée en général de chasser la pensée inconsciente. Nous sommes le théâtre d'une lutte entre pensée consciente et pensée inconsciente. Nous passons notre temps à refouler des pensées inconscientes. Par exemple, nous disons, votre exposé, cher monsieur, était extraordinaire, alors qu'on pense en même temps, quel crétin, comment c'est possible de dire des choses pareilles. Je veux dire, il y a sans arrêt cette lutte entre conscient et inconscient. Donc on ne peut pas dire que la pensée, à cet égard, a une fonction de sublimation. C'est vraiment une fonction de refoulement qui fait la civilisation et la culture elle-même. Donc j'en ai fait un outil polémique pour faire avancer la distinction pensée inconsciente et pensée consciente. Et je dois dire que la philosophie, quand même, s'emploie à développer ce problème du refoulement par son questionnement sur l'être, qu'elle prolonge par un questionnement sur le désêtre, sur le néant, l'être et le néant. Je veux dire, on n'arrêterait pas l'être pour la mort, le Dasein. Ça n'arrête pas le questionnement sur l'être. Alors que c'est pas tellement le manque à être qui intéresse les sujets que nous sommes tous, c'est le manque à avoir le phallus, manque à jouir. Parce que là aussi, autre sujet polémique, je ne crois pas qu'actuellement il y ait plus de jouissance que d'habitude. Je veux dire que si on jouissait tant que ça à notre époque, ça se saurait quand même. Je veux dire. Voilà. Donc, il y a opposition entre. Au fond, on pourrait thématiser une réponse à votre question comme ça, c'est que la philosophie est plutôt impliquée par la réponse au manque à être, alors que la psychanalyse s'intéresse au manque à avoir, c'est-à-dire le désir, la libido, voilà. Et que l'une refoule l'autre, d'une certaine façon. Troisième question. Oui, j'aurais une question parce que vous parlez de la dénégation de la question de la sexualité dans la culture ou en philosophie. Il y a une prise en compte quand même assez considérable de cette question-là en psychanalyse. En même temps, quand je vous entends, on a l'impression que la psychanalyse ne propose pas tellement d'autre chose que l'acceptation d'une inadéquation à soi ou du renoncement, quand même. Il y a quelque chose un peu comme ça dans ce que j'entends. Oh ben non, alors. Non, il n'est pas question de savoir y faire avec, d'accepter, de s'adapter à ses symptômes. Non, c'est au contraire, je dirais, en s'appuyant sur les associations libres, les pensées inconscientes, de libérer les symptômes qui entravent le corps ou les inhibitions, c'est plutôt ce qui va vers une libération du désir. C'est-à-dire... Moi, je ne l'ai pas trop entendu dans votre propos. Vous ne l'avez pas trop entendu? Eh ben, ça y est, je vous le dis maintenant. Franchement, s'il y a un mot d'ordre de la psychanalyse, c'est « en route ». On y va. On y va. On ne sait pas où d'ailleurs, mais on y va. C'est-à-dire, au fond, libération des désirs de tous les traumatismes passés qui l'encombrent. Des traumatismes d'hier jusqu'à ceux qui partent à la verticale de l'enfance. Donc c'est ça, je veux dire. Et quand je disais qu'on ne sait pas où ça va, c'est qu'on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire qu'une analyse, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher exactement, sur quelle décision ça va déboucher exactement. Je suis content d'entendre ce terme de libération, parce que je n'avais pas trop
entendu dans votre... Ben voilà, je regrette de ne pas l'avoir davantage prononcé.